Vous êtes trop sympa, mais bon, bienvenue. Bienvenue à la Maison de la Poésie ce matin. Merci aux équipes de la Maison de la Poésie de nous accueillir encore cette année. C'est devenu un rituel. Alors c'est un rituel qui est toujours émouvant, parce que ce moment, c'est un peu le moment où les artisans sortent de leur atelier et vous proposent tout ce qu'on a travaillé et tout ce que les écrivains ont écrit pendant des années et que tout d'un coup, ça va naître un peu au jour ce matin devant vous. Donc c'est toujours un moment, cette rentrée littéraire, qui est un moment assez particulier. L'année dernière, pour celles et ceux qui étaient là, sur cette même scène, je vous disais que c'était une année importante, l'année 23-24, parce que c'est une année dans laquelle on allait encore plus mettre en avant la littérature chez Kelman-Levy. C'est vrai que depuis la création de la maison en 1836, c'est un marqueur de la maison, c'est même un marqueur fort de la maison. Grâce à vous, je pense qu'on a bien rencontré les lecteurs pendant toute cette année. Alors c'est vrai que, vous vous rappelez, j'avais dit qu'un de nos objectifs, c'était d'être présent dans la liste des Grands Prix, présent très fortement dans tout ce qui est littérature dans vos rayons et sur vos tables. Alexander Raymond, Grand Prix de littérature étrangère, Cécile Tilly, Camille de Peretti, multiprimée en ce moment, et évidemment Anne Scott et le prix Renaudot. Tout ça, c'est le talent des auteurs, des autrices. C'est aussi votre travail. Et donc, je voulais sur ce moment vous remercier, parce que ça n'a pas été une année très facile. Ça n'a pas été une année très facile en librairie. Ça a été une année, un premier semestre là qui commence de façon un tout petit peu tendue. Mais je dois dire que pour Kelman-Levy, ça se passe plutôt bien. En discutant avec un certain nombre d'entre vous là au café, on avait ce sentiment-là, c'est-à-dire que la reconnaissance du travail et de ce que l'on propose, elle est là. Donc merci, et on va être là pour continuer à vous accompagner. Donc la rentrée 24-25, c'est dans ce même marqueur, dans cette continuité, qui est de dire que pour moi, pour toute l'équipe et pour toute l'équipe de Kelman-Levy, éditer, c'est choisir. C'est-à-dire que ça, c'est assez fondamental. C'est-à-dire que je le répète depuis un certain temps, mais éditer, c'est choisir. C'est-à-dire de ne pas faire une rentrée littéraire qui va être une rentrée littéraire pléthorique, pas faire une rentrée littéraire décousue, mais faire une rentrée littéraire qui dit quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ce monde de plus en plus archipélisé, dans ce monde de plus en plus en tension, ce qu'on doit apporter, ce que doit apporter la littérature est absolument fondamental. Donc, sans en faire trop ce matin à 9h30, mais ce qu'on fait est vraiment important. Et donc, on va essayer de continuer à le faire, et de continuer à le faire en vous proposant, je disais tout à l'heure, artisan qui sort dans son atelier, en vous proposant une rentrée resserrée. Donc d'abord, merci aux éditrices et aux éditeurs et à toute l'équipe de Kelman-Levy qui ont permis cette matinée. Vous allez découvrir notre choix, un premier roman, parce que je pense que c'est bien de se dire aujourd'hui, voilà, la maison s'engage derrière un auteur et un premier roman. Vous allez découvrir ensuite un roman traduit, un roman de littérature étrangère, américain. Et puis, vous allez découvrir trois magnifiques romancières et romanciers qui nous font confiance, et pour certains que vous avez l'habitude de voir, mais dans lequel on s'est dit que l'écrin, avec eux, que l'écrin de la rentrée littéraire était l'écrin qui leur convenait. Donc, on va passer cette matinée ensemble. On se retrouvera après, à la sortie, je pense, pour reboire encore un café, pour échanger avec vous ce que vous avez, vos perceptions, ce que vous avez entendu ce matin. Merci encore d'être là. Et puis, vous savez, une rentrée littéraire, c'est aussi avoir quelqu'un qui nous accompagne dans cette matinée. On a demandé à Marie-Madeleine Ricopoulos d'être cette accompagnatrice qui va nous faire voyager au fil des textes pendant ces 5 textes, autour de ces 5 textes. Et puis, elle va tout de suite arriver, parce que c'est un moment qui est toujours un moment important, avec Anatole Édouard Nicolo, dont c'est le premier roman. C'est la première fois qu'il va venir en parler. Et voilà, autant dire qu'il faut l'aider. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que c'est émouvant, une rentrée. Et c'est d'autant plus émouvant quand on présente un premier roman, Anatole Édouard Nicolo, À l'ombre des choses. C'est le titre de ce premier roman qui nous emmène à la rencontre d'une famille qui a tout pour être heureuse. Ça commence par une belle histoire d'amour entre un homme et une femme, 2 fils, de la musique, de la joie,
le chemin est lumineux, et puis un jour, tout s'effondre, une séparation, un déclassement social, et comment on se reconstruit sur les ruines d'un avenir plein de promesses. C'est un roman écrit à hauteur de vue d'un enfant puis d'un adolescent qui va être le témoin de cette histoire et de cette résurrection, parce que c'est un roman lumineux. Anatole, quel a été le point de départ de ce livre, et qui est cette famille ? Bonjour à tous, merci d'être là, ça me fait vraiment plaisir. Et puis merci Philippe pour cette belle introduction. Le point de départ de ce roman, en fait tout d'abord je pense que écrire c'est exister, écrire c'est aussi comprendre le monde qui nous entoure, et j'avais besoin de comprendre cette fracture, j'avais besoin de comprendre ses choix, comprendre ses cicatrices. Et ça a été, pour ma part, mon premier désir. La famille, c'est ma famille. On va tout de suite mettre les choses à plat pour éviter le discours schizophrénique. Mais voilà, c'est ma famille. Je crois que c'est une famille d'artistes. Donc, qui dit artiste dit souvent folie des grandeurs. Donc voilà, il y a la belle maison, la grande maison, il y a les apéros, il y a les soirées. Et finalement, il y a cette créativité dans laquelle j'ai baigné et qui m'a permis aussi d'être très à l'aise avec les émotions, avec l'écriture. C'est comme ça que est né ce roman. Alors, cette créativité, elle va aussi vous sauver. Elle va sauver le narrateur, elle va sauver son frère, mais ça va prendre du temps, ça va passer par des chemins de traverse. Le père va vivre dans ce que vous appelez un squat de luxe. Il va essayer de recréer une cellule accueillante, mais tout ça repose sur quelque chose de très flottant. Et puis, les fils vont vivre avec la mère dans une cité, dans un immeuble, enfin dans une espèce de lieux où le déclassement se ressent au quotidien, où on a l'impression de vivre en marge de la société. Comment est-ce qu'on se reconstruit à l'intérieur de cette cellule-là ? Alors déjà, c'est pas vraiment une cité, ouais. C'est vraiment un foyer social, et ça c'est très important pour moi de ne pas connoter cet environnement, puisque justement j'ai voulu m'adresser à toute cette France d'en bas dont on n'a pas l'habitude d'entendre, dont on n'a pas l'habitude de voir, et c'est un environnement gris. Il y a vraiment beaucoup de nuances, c'est-à-dire que dans ce foyer social, on était à côté d'une église, on était à côté des personnes qui vivaient très correctement, donc il n'y a pas vraiment tout cet univers de cité. Ensuite, pour répondre à la question comment on se reconstruit ou comment on se construit. Oui. Pour ma part, ça a été comment on se construit, puisque moi, à la différence du personnage G. Je n'ai aucun souvenir de cette famille qui est heureuse, qui vit dans la joie. Mes premiers souvenirs de la vie, ce sont des souvenirs qui sont très durs, c'est directement le foyer social, et je grandis dans cet environnement. Donc, comment se construire ? C'est grâce à l'imagination, grâce à la création d'histoires, se créer un monde. Et justement, j'ai voulu raconter la naïveté d'un enfant, j'ai voulu raconter la douceur, le côté poétique presque de l'enfance. Et c'est pour ça qu'il y a des portraits qui sont finalement très doux dans ce roman. Et puis, il est ouvert au monde de par cette naïveté, donc il va aller à la rencontre des gens. Il y a des mains tendues, vous parlez de douceur, il y a des gens dans ce foyer qui vont aussi servir de levier, d'une certaine manière, à cette résurrection. Tout à fait. C'était très très important pour moi de mettre beaucoup de vulnérabilité dans les personnages, parce que justement dans cet environnement qui est plutôt dur, en grosse précarité, on se referme. On a tellement honte de l'environnement dans lequel on est qu'on ne dit pas grand-chose, qu'on va vraiment se créer un bouclier. Et moi justement, ce qui m'intéressait, c'est de montrer cette fragilité, cette beauté-là. Je crois qu'il n'y a jamais rien qui est tout noir ou tout blanc. Il y a malgré tout beaucoup de poésie dans cet environnement, et c'est ce que j'ai voulu te raconter. Donc c'est vrai qu'il y a le personnage de Mounia, il y a le personnage de Monsieur Jacques, qui finalement ont vécu des traumatismes, mais qui gardent le sourire. Et encore une fois, c'était très très important pour moi de faire quelque chose de nuancé.
Alors évidemment, je parlais de chemin de traverse, cette résurrection, elle ne va pas se faire du jour au lendemain, ça va se faire par étapes, et puis ça va se faire par des moments difficiles, décrochage scolaire, des choix de vie. Vous parlez de G. c'est-à-dire le frère, qui lui est un artiste aussi, qui rappe, qui va chercher sa salvation par les mots et par la musique. Il va avoir cette intuition très jeune, il a 14 ans si ma mémoire est bonne, et il va décrocher très vite, et il pourrait se perdre en chemin, mais on va voir que évidemment la création artistique est un levier très très fort. Et derrière, il y a Anatole qui va mettre un petit peu plus de temps, il est plus jeune aussi, hein, et qui va devoir aussi trouver son chemin, mais qui va le trouver par les mots. Tout à l'heure, je vous répondais à la question comment on fait pour se construire. J'ai parlé de l'imagination, mais je crois aussi qu'il y a la passion. Et pour le frère G. ça a été la passion, ça a été un vrai bouclier pour se construire, pour évoluer, pour exister dans cette société. Et la grande différence entre ces deux frères, malgré le fait qu'ils ont grandi ensemble, qu'ils s'aiment et qu'ils sont très unis, ce sont les souvenirs. Et comme je le disais, ils n'ont pas les mêmes souvenirs de l'enfance. Donc il y en a un qui va être le grand frère beaucoup plus dans la colère, dans quelque chose de revanche sur la vie, puisque lui, il a ressenti, même presque physiquement, ce déclassement social, puisqu'il a encore les souvenirs de ses parents. Il a vraiment envie de prendre sa revanche sur la vie. Et il y a le petit frère qui grandit, lui, sans ces souvenirs-là. Et donc, il y a quelque chose de bien plus passif. Mais finalement, le petit frère, le protagoniste de ce roman, il fait beaucoup de non-choix. Il y a beaucoup de non-choix, il subit vachement cette vie. Et c'est pour ça que les chemins sont différents et pas avec le même timing. Il va suivre des sillons qui vont quand même lui être tracés, et le lien familial va jouer aussi un rôle très très important dans la découverte de soi du narrateur. La figure de la mère aussi est très importante parce que elle aussi, elle est habitée par la volonté de surmonter ce déclassement et de reconstruire quelque chose. Elle va jouer aussi un rôle très très important. Oui, bien sûr. Mais les deux parents, le père aussi a un rôle très très important. Mais c'est vrai que la mère donc éduque ses deux enfants dans ce foyer social et fait tout pour qu'on ne voit pas la misère finalement. Donc il y a quelque chose de positif dans cette éducation, mais il y a aussi quelque chose de négatif. Il y a beaucoup d'exigences, il y a une certaine forme de pudeur, il y a une certaine forme de honte. On n'invitait pas les amis pour fêter les anniversaires. Il n'y avait plus beaucoup de soirées, puisqu'on essaie de vraiment refermer le plus vite possible la porte quand on rentre chez soi. On se fait raccompagner, on se fait raccompagner un peu plus loin. Voilà. Donc, la mère a un rôle très très important, mais je pense que l'action qu'elle fait le plus essentiel, c'est de donner de l'amour finalement à ses enfants, puisque malgré tout, malgré cette fracture, malgré cette famille qui éclate en mille morceaux, il y a beaucoup d'amour. Et le père, alors le père, vous disiez qu'il est tout aussi important, avec sa fantaisie, avec sa volonté de recréer aussi un univers. Quel va être son rôle dans cette histoire ? Le père, c'est la personne qui amène un peu de créativité, qui amène de l'imagination. Très très rapidement, je le cite dans le roman, il nous fait faire des découpages pour en faire nos jouets. Il y a toujours cette forme de folie, il a gardé cette folie d'artiste et il l'amène à ses enfants pour que en fait, ses enfants se créent ce monde. Donc le père, c'est une personne excentrique, c'est quelqu'un qui va défier tous les codes de la société pour avoir sa propre liberté. Et finalement, il ouvre la voie à ses deux enfants. C'est un ancien artiste, le grand frère fait de la musique, il écrit finalement pour la presse nationale et le petit de la famille écrit aussi. Il a toujours son avis et malgré le fait qu'il ne soit pas présent, il a toujours son regard de père depuis l'Afrique. Il y a une sorte de fil invisible en fait qui relie cette famille, c'est-à-dire le livre s'ouvre sur l'éclatement de la famille, mais finalement ils sont toujours reliés par une sorte de fil invisible. C'est quoi ? C'est la créativité ? C'est l'amour ? C'est les deux ?
Ouais, tout à fait. Non, non, c'est vraiment l'amour. Le fil invisible, c'est l'amour. Ce roman-là, c'est une lettre d'amour à ma famille. Et d'ailleurs, j'en suis très fier parce que chaque membre de ma famille est présent dans ces pages. Moi, ça a été très dur parce que j'ai perdu mon père juste après la signature de ce contrat d'édition. Mais finalement, aujourd'hui, je considère que ce roman, c'est le roman de ma famille, c'est le roman de notre histoire. Sans partir dans l'ego trip, parce que justement c'est un roman, je voulais pas que ça soit un récit, je voulais me détacher aussi de ce côté, voilà, je me fais plaisir. Non, non, il y a un vrai message. Le message, c'est aussi qu'on peut exister malgré le fait d'être dans l'ombre d'une société. Justement, dans la création artistique, on va dire, comment est-ce que vous avez procédé ? Il a fallu prendre du recul, j'imagine, quand vous racontez cette histoire qui est romanesque et non pas un journal de bord, par exemple. De quelle manière vous avez procédé ? Vous avez écarté certains sujets, vous vous êtes concentré sur certains points. Quelle a été la création narrative ? Ce roman, il s'est fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, il s'est créé dans ma chambre. Voilà, seul, en musique, toujours avec la même musique, j'écrivais. Ça a été dans un sentiment d'urgence, presque j'avais vraiment besoin de dévoiler les choses. Ensuite, je me suis dit que j'avais mis tellement de tripes, tellement de rage dans ce manuscrit qu'il fallait que j'en fasse quelque chose. Donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que ça allait être un roman. Et il y a eu ma très belle rencontre avec Kalman Levy, où j'ai été super bien orienté, super bien conseillé, où on s'est vraiment dit, voilà, il faut se détacher de la réalité. Accorde-toi cette liberté de la fiction, cette liberté des dialogues, cette liberté de la formule de l'intrigue. Je pense que j'ai d'abord dû déverser mes tripes et ensuite, après, en faire quelque chose de plus joli. Créer une sorte de chorégraphie autour des mots après avoir sorti tout ce que vous aviez sur le cœur. Ouais, c'est ça. À l'ombre des choses, que veut dire ce titre ? À l'ombre des choses veut dire des choses. Non, plus sérieusement, en fait, c'est à l'ombre d'une société. Donc, tout d'abord, c'est le point de départ, c'est le point d'ancrage de ce roman, avec ce foyer social où on est un petit peu plus discret. Mais ensuite, comme vous l'avez dit, c'est à l'ombre d'un frère qui réussit dans la musique et du petit qui est beaucoup plus en retrait, un petit peu plus discret par rapport à tous ces événements-là. Donc c'est vraiment le sentiment d'être invisible, mais malgré tout, il y a une forme de beauté dans tout ça. L'histoire d'une résurrection, de la résurrection d'une famille, une histoire d'amour, vous l'avez dit. Anatole Édouard Nicolo, c'est un premier roman. Merci infiniment pour cette présentation. Merci beaucoup. Et je vais demander à un éditeur de nous rejoindre, Michael McCauley, qui va nous faire le plaisir de nous rejoindre pour parler de notre roman étranger, Teriek. Alors, comment est-ce qu'on prononce ? Teriek ou Teriek ? Tyreek. Tyreek White, ok. Bon, évidemment, il est irlandais, c'est pas du jeu. C'est plus facile pour moi. Les fantômes de Brooklyn. C'est un roman américain. C'est un auteur. C'est un premier roman également. C'est une traduction de Romain Guilloux. On en reparlera. Alors, avant de voir une vidéo que Tyreek nous a préparée, j'aimerais que vous nous présentiez un petit peu cet auteur. Qu'est-ce qui vous a charmé chez lui et qui est-il dans le paysage littéraire américain ? Oui, donc avant de se consacrer entièrement à l'écriture, Tyreek White était un homme orchestre, musicien, éducateur spécialisé. Il intervenait dans des écoles à Brooklyn où il a grandi. Et j'ai pu lire son roman bien avant sa sortie aux États-Unis. Ce qui m'a frappé, c'était dès les premières pages, l'écriture. On sent tout de suite qu'il y a une voix qui est singulière, une ambiance et puis cette volonté de prendre ces sujets, que ce soit le poids de l'histoire, la famille, à bras le corps et d'en faire un roman magnifique, une très belle histoire. Mais on se demande toujours, avant la publication dans le pays d'origine, quand on est éditeur de littérature étrangère, comment ça va se passer. Mais bon, je peux vous rassurer, je ne suis pas la seule personne à avoir adoré ce roman. Il a connu un succès retentissant aux États-Unis, où il a gagné un grand prix pour les primo-romanciers.
Il a été sur les listes des meilleurs livres de l'année de plusieurs médias nationaux. Et puis excuse-moi, le National Book Award, un des plus grands prix aux États-Unis, chaque année nomme 5 jeunes talents. Et voilà, Tyreek White, il en fait partie cette année. Donc ça fait de lui une étoile montante de la littérature américaine. Je propose qu'on regarde la vidéo et puis on va en parler juste après. I began the story to sort of deal with my own grief. My grandmother and uncle had passed right before I entered my MFA program to start writing the bulk of this. I was interested in the ways in which grief sort of manifests and is experienced, especially in a family, especially in, young people. But I didn't just want this book to be about grief or trauma. I really wanted to capture sort of the joy or the wonder of personal discovery, especially this kind of coming of age narrative. And also growing up in a similar community that I write about, this kind of working class, poor, Black and brown community in Brooklyn. It's very much steeped in history, the preoccupation, especially in Western society, especially in American society, of regarding people, especially disenfranchised people, as ahistorical, existing in this country or in this Western world, as African American or any variation of that diaspora. There's a constant kind of feeling of wearing your history on your skin, right? Of being seen through a lens of slavery, of Jim Crow, of the Atlantic slave trade. These important historical and economic markers that inform everything about our nations. Yet people will ask you to forget about these things, forget about slavery, forget about the lack of rights that extend even till this day, even though they get to project sort of all these things onto you. And really reading about sort of this concept of social death by Orlando Patterson. And essentially, social death, this denial of citizenship or folk not being fully accepted by a society. He wrote this specifically about American slavery. This idea of social death continues through Jim Crow, through poverty, through this sort of carceral state that one could argue is a mere extension or preservation of slavery. The city changes so much. It's sort of hard to kind of fathom. That's why I kind of, the feeling of being in the city is, um, I try to be in the body as much as I can with a lot of these characters. So a lot of the changes or a lot of just moving through the city, I hope is felt on a kind of bodily level or just being in these spaces, being um, in the jarring kind of fragmented um, temporal kind of state of being a New Yorker, I guess. Plus some of the writing or some of the experiences of being in the city feel disjointed or feel staggered. Um, I think the best, or at least my favorite part of writing this book is showing these artistic or cultural movements, to be able to write about where hip hop is changing in the 80s, in the late 80s, and you're having this more reality-based rap that sort of mirrors sort of the lifestyle of, family members I had who were alive at the time. I'd want French readers to think about the communities and neighborhoods that they're from, the communities they participate in, and their relationship to them. I'd also hope that people consider the ghosts or the hauntings in their own lives,
and also thinking about the ways they can help us forward. This book challenges the idea that these hauntings or being haunted by the past is necessarily a negative thing. So I'd hope folk would consider a healthy examination of the past and, you know, their own history. And I hope it fuels new ways forward, alternate ways forward. That's what I hope. Alors, cette dernière question est d'autant plus intéressante qu'elle elle répond à la question de l'universalité de ce roman, parce que bien sûr, il est question de la communauté afro-américaine, où on sait qu'évidemment aux États-Unis, en plus, c'est un sujet particulièrement prégnant. Mais évidemment, au-delà de ça, la question des fantômes, comme l'évoque Tyrick, elle nous concerne tous, en réalité. Recontextualisons ce roman. Les fantômes de Brooklyn, c'est 3 générations sur 4 décennies, comme il l'a évoqué. Audrey, la grand-mère, Kay, la fille, et Collie, le fils. Ce livre s'ouvre sur une expulsion. On parlait de la ville de New York et de l'importance, c'est quasiment un personnage dans ce livre, la ville de New York et Brooklyn. La grand-mère est expulsée. Sa fille est décédée. Ça fait 40 ans qu'elle vit dans cet appartement, dans ce HLM, et elle vient juste de se faire expulser. Et le roman ouvre là-dessus, et on est tout de suite en fait dans le déclassement. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est vraiment très fort dans ce livre, c'est-à-dire qu'il touche à des thématiques particulières à cette communauté afro-américaine métissée de New York, que ce soit la précarité, la violence, l'accès aux soins, l'accès au logement aussi, mais il arrive à en faire une histoire qui est universelle, qui est émouvante, tout en évoquant la singularité du parcours de chaque personnage. Donc effectivement, Audrey, c'est elle qui détient la mémoire de la famille. C'est une femme forte qui travaille de manière assidue depuis des années, qui perd son logement. Elle a quitté le Grand Sud et c'est elle qui va transmettre l'histoire de la famille d'abord à sa fille et ensuite à son petit-fils. Sa fille qui, on le voit à un autre moment, dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, à un moment où la ville de New York aussi est en pleine effervescence, où elle découvre le monde de la nuit et aussi sa vocation. Et ce sera à Collie, enfin, le petit-fils, de reconstituer l'histoire de la famille. Alors cette famille a une particularité, c'est qu'elle n'a aucune porosité entre le monde des morts et le monde des vivants. On peut le dire sans déflorer l'histoire, on sait assez vite que Kay va décéder d'un cancer, et pourtant elle est omniprésente dans ce livre, pas seulement via les flashbacks, elle est omniprésente parce que ces 3 générations en fait se côtoient au-delà de l'histoire. C'est ça. Donc, qui sont ces fantômes auxquels fait référence le titre? C'est bien une façon très habile d'incarner le passé, d'incarner le poids de l'histoire, parce que ces 3 personnages, chaque génération a un don. On ne sait pas si c'est un pouvoir ou une malédiction, d'ailleurs, et qui permet de brouiller les frontières entre le réel et l'imaginaire, le passé et le présent, et qui jouera un rôle très important pour chaque personnage, pour leur questionnement, pour leur permettre ou pas de trouver leur voie. C'est une question à la fois de survie, c'est-à-dire d'avoir ceux qui nous ont précédés, qui nous accompagnent dans les choix du quotidien, dans la compréhension aussi de qui on est. Tyrick disait, on porte l'histoire sur sa peau quand on est afro-américain, et on a besoin de guides et d'accompagnement dans une société qui vous rejette. Et puis, il y a les fantômes d'un passé encore plus lointain, puisque l'ombre de l'esclavagisme plane aussi sur cette histoire, où l'on comprend que le déterminisme, la manière d'appréhender la société est aussi constituée d'un passé violent et douloureux. Oui, c'est ça. Donc à partir de ce noyau familial, de ces 3 générations et de leur parcours, il va retracer l'histoire de la famille. Donc on part jusqu'au début du 19e siècle avec l'esclavagisme, la traite négrière.
pour justement incarner cette histoire qu'on demande aux Afro-Américains d'oublier sans forcément donner les moyens de les dépasser. C'est un traumatisme collectif, mais que lui, il raccroche à un mythe fondateur, on pourrait dire presque pour cette communauté, avec beaucoup de force, beaucoup d'émotion. Cette communauté, elle est aussi mise en scène dans ce qu'on a dit tout à l'heure. On disait que la ville est très importante. Elle est en pleine mutation sur ces 4 décennies. C'est quasiment, je le disais, un personnage de cette histoire. On vit les transformations de cette famille, de cette société à travers les transformations de la ville. On peut dire peut-être 2 mots sur la traduction, parce que vous m'avez confié que c'était très important pour vous de le confier à Romain Guillou en particulier. Oui, tout à fait. Donc effectivement, c'est un portrait de New York sur 4 décennies. On est plongé dans la vie quotidienne de ces personnages. On découvre leur culture, la cuisine, les difficultés auxquelles ils font face, bien sûr. Et justement, ce qui est très fort dans ce livre, c'est que Tariq a repris des traditions du folklore du sud des États-Unis, qu'il a replacé dans un cadre urbain. C'est aussi ça qui fait l'originalité du roman. Et puis, il y a la langue. En fait, il a recréé la langue de ses proches, de sa famille, de ses amis, cette façon de parler très orale, très new-yorkais. Et justement, je voulais confier ce livre à Romain Guillou parce qu'il a restitué le réalisme, la poésie aussi de cette langue très ancrée à New York. Tariq l'a dit, les fantômes, c'est pas forcément une mauvaise chose. Là, on en a vraiment la preuve en lisant ce roman. Les fantômes, c'est ceux qu'il faut regarder en face pour comprendre son passé et peut-être espérer, on le voit à travers Colique, construire un avenir. Tout à fait, pour combler en fait ce silence collectif. Un grand merci Michael Macaulay pour ce roman Les fantômes de Brooklyn de Tariq White, un premier roman absolument magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je vais demander à Sandrine Roudex de me rejoindre. Sandrine Roudex, dont le nouveau roman s'intitule Le silence des ogres. Le silence des ogres, Sandrine, ça pourrait être un conte de fées, mais comme on le sait, dans les contes de fées, il y a aussi des sorcières, des ogres, des bûcherons, des grandes forêts dans lesquelles on se perd. Et là, c'est l'histoire d'une petite fille qui se perd dans une forêt à la recherche d'un père. Si je devais résumer rapidement, c'est évidemment bien plus complexe que ça. La narratrice va nous confier dans un récit en 2 temps, à la fois sa quête d'un père absent qu'elle va rencontrer une dizaine de fois dans sa vie, et à la fois une quête plus intérieure où elle va s'interroger sur quelle est la vraie nécessité d'avoir cette figure paternelle dans sa vie. Comment est née l'idée de ce livre, Sandrine ? Bonjour, moi aussi, comme Anatole, je suis très très heureuse d'être là. C'est pas mon premier roman, c'est mon 6e, mais c'est un changement d'éditeur. Et donc, quand on change de maison d'édition, on change de maison et on arrive dans une nouvelle famille et on arrive du coup avec plein d'espoir. Et donc, pour moi, c'est super important et pas du tout anodin d'être parmi vous aujourd'hui dans une rentrée littéraire de septembre. Jusqu'à présent, j'étais plutôt sortie en janvier. Et donc là, c'est un peu le grand bain pour moi. Donc, je suis très intimidée, d'autant que ce livre, c'est un livre que j'essaie d'écrire et que j'invente dans ma tête depuis 20 ans, que je sais que j'écrirai un jour, que je n'arrivais pas à écrire, parce que c'est mon histoire. Donc pareil, comme Anatole, c'est à la fois mon histoire, c'est tout à fait mon histoire, mais pour citer Annie Ernaux, lorsque j'écris sur moi, je me décentre, j'ai l'impression d'écrire sur une autre, et finalement, je vais aussi vous parler d'une narratrice qui est moi, mais qui est surtout un être de chair et de papier et d'encre qui va se déployer dans ce livre. Comment est né ce livre ? Donc j'ai vu mon père en tout et pour tout 10 fois dans ma vie. Il ne m'a pas reconnue à ma naissance et je l'ai vu la première fois à 19 ans et je l'ai vu la dernière fois à 28 ans. 28 ans, c'était il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans. Et donc, les 20 dernières années, je me suis dit que ce n'était pas grave de ne pas avoir de père. Finalement, il ne fallait pas en faire une histoire. J'avais le sentiment d'être heureuse, d'être équilibrée, d'écrire des livres, de vivre à Paris, enfin d'avoir exaucé un certain nombre de mes rêves.
Et puis, il y a 2 ans, alors que je suis à une manifestation littéraire à Toulon, il y a un homme qui arrive devant moi et qui me dit « Bonjour, je suis un ami de Patrice ». Et puis moi, à côté de moi, j'ai Akli Tadjer. On est en train de rigoler, comme souvent dans les salons du livre. Et puis, je réponds « Ah oui, oui ». Et puis, je ris avec Akli. Je prends un livre pour le lui signer. Je m'apprête à lui demander d'où il vient, ce qu'il fait dans la vie, et de créer un contact. Et puis, il me regarde droit dans les yeux. Il me dit « Patrice, je suis un ami de Patrice ». Et là, je m'effondre en larmes. Et donc, en fait, ce sanglot venu de très très loin, je ne m'y attendais pas. Je comprends que Patrice, c'est mon père, qu'il ne vit plus au bout du monde comme je l'imaginais vaguement, entre la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, tous ces endroits que j'avais vaguement pistés à un moment de ma vie, et puis après, avant de tourner la page. Et donc, j'apprends que mon père vit à côté de Toulon. Que cet homme se présente à moi porteur de lui, si je peux dire, et il me fait complètement vaciller parce que je ne peux plus m'imaginer que mon père est mort quelque part que j'ignore vraiment et loin de ma vie, mais il est à côté. Et surtout, ce que ça fait naître en moi, c'est-à-dire ce bouleversement, ce vacillement, alors même que je suis vraiment heureuse dans ma vie, je viens de rencontrer un amoureux, tout va bien, et ben, ça m'a interrogée, et donc j'ai décidé de mener l'enquête sur ces 10 fois où on s'est vu, parce que le pire de tout ça, c'est que donc une fois qu'il s'en va, je sors du chapiteau, je vais rejoindre le coin des pompiers, vous savez, derrière planqués derrière le chapiteau blanc. Je m'effondre, je me calme et je me dis mais qu'est-ce qui se passe en fait? Je suis adulte, je suis mère. Est-ce qu'on a vraiment encore besoin de famille? Est-ce qu'on a vraiment encore besoin d'un père à presque 50 balais? Et j'ai essayé de répondre à cette question. Vous essayez d'y répondre. Alors c'est en 2 temps, puisqu'on va passer du passé au présent, entre donc le souvenir de ces 10 fois, de ces rencontres avec le père et de ce que ça a pu générer, et puis l'enquête, je le disais, plus intérieure, c'est-à-dire qui passe d'abord par des visites chez un psy. Un psy d'ailleurs avec lequel la relation aussi va devoir se construire contre vents et marées, parce que c'est pas toujours simple, que la narratrice est tellement habitée de silence et de non-dits, et qu'elle s'exaspère même des silences de son psy qui ne va pas lui donner les réponses toutes faites qu'elle espère. Pourquoi vous avez choisi cette construction narrative justement en 2 temps? J'avais besoin, en fait, si j'ai écrit ce livre, c'est finalement pas tant pour moi que pour raconter au monde ce que c'est qu'être une fille sans père. Ce n'est pas un drame en soi, ce n'est pas un grand drame dont on parle, c'est pas un deuil, c'est pas un abus, c'est pas quelque chose qui est plus identifié, plus clair dans la famille des drames. C'est un traumatisme silencieux, non dit, qui pourtant est partagé par beaucoup de filles et de femmes. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que toutes les femmes ou que beaucoup de femmes ont été abandonnées avant leur naissance comme moi, mais il y a eu ce qu'on appelle beaucoup de pères présents-absents. Ça veut dire des pères qui sont à la maison. Ils ne sont pas forcément ou morts ou partis faire leur vie de leur côté, mais ils ont un problème de communicabilité avec leur fille, des absences, ils travaillent loin, sont des silencieux. C'est aussi une époque qui a instauré ça. Des pères qui se déployaient à l'extérieur quand la mère se déployait à l'intérieur du foyer. Et donc moi, j'avais besoin d'écrire sur ça pour montrer à toutes ces femmes, pour dire à toutes ces femmes qu'elles n'étaient pas seules. J'entendais Anatole tout à l'heure dire que son livre était une lettre d'amour à sa famille. Moi, mon livre, c'est un roman de la sororité, un roman à la fin, vous verrez, il y a un chœur, il y a une bande de filles que je cite, qui sont les bandes de filles de l'histoire, qui ont été elles aussi non reconnues par leur père. Mais voilà, on est nombreuses, et donc ce livre est vraiment venu pour partager cette envie-là. Et une fois que j'avais dit ça, tous mes livres travaillent beaucoup sur la forme et sur la structure. J'ai
beaucoup de livres qui se passent en une nuit, qui se passent en 3 fois 10 minutes. Enfin, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse, le travail de la structure. Et donc, si j'ai mis 20 ans avant de réussir à écrire cette histoire, si pendant ces 20 ans, j'ai écrit plein d'autres romans, c'est parce que j'ai mis un temps fou à trouver la double narration entre la quête du père et des souvenirs avec le père, parce que je ne me souviens de rien. Je ne me souviens pas pourquoi on s'est... Quand je commence le livre, en temps réel, je ne me souviens pas pourquoi on ne se parle plus depuis 20 ans. Je ne me souviens que très très peu des 10 fois. J'ai des bribes. Et en fait, je vais vraiment mener l'enquête sur ces souvenirs et donc aussi sur mon corps, sur ce que ça fait lorsque j'évoque un souvenir. Est-ce que ça me fait mal? Est-ce que ça me fait de la joie? À quoi ça renvoie? Mais ça, il me fallait un temps fou. Et donc, il y a cette narration, cette tension narrative qui pose aussi la question pour le lecteur. Est-ce que la narratrice va finir par retrouver son père? Est-ce qu'elle va passer à l'acte une fois qu'elle aura revisité ces 10 fois dans le passé? Et ensuite, il y a cette question au présent. Est-ce que la narratrice, après s'être interrogée et avoir traversé ces séances de psychanalyse, va réussir la vie amoureuse qu'elle commence, c'est-à-dire la rencontre avec l'amoureux du départ, du début du livre. Oui, parce que ça va évidemment aussi poser la question du regard. Vous parliez de l'absence du père, vous disiez qu'au-delà de votre histoire propre, qui est celle d'un abandon, il y a la question de la présence ou non-présence d'un père qui regarde sa fille et comment la narratrice va construire son rapport aux hommes, son rapport à l'altérité, son rapport aussi à la séduction, c'est-à-dire qu'elle va remonter le fil de sa propre histoire, son rapport à un professeur de philosophie, à un patron, à son propre psy. Comment est-ce que je suis regardée? C'est une des questions que va se poser votre narratrice. Je pense que le regard est fondateur dans la construction d'un enfant, que les premières personnes qui regardent, c'est le père et la mère, et que si ces regards-là sont défaillants, donc dans le cas de la narratrice, la mère a du mal à regarder, c'est une mère aimante mais mal, donc c'est une mère mal aimante, et un père absent, cette narratrice n'a pas été regardée. Et donc, c'est compliqué de se construire dans ce non-regard. Elle se construit à la fois dans ce non-regard et à la fois dans ce non-dit. Parce que dans sa famille, personne ne parle du fait qu'elle n'ait pas de père et on veut même lui en coller. Et on lui donne un beau-père et puis après, on lui donne un grand-père. Mais en fait, le grand-père, ce n'est pas le bon grand-père. Il y a toute une histoire de place. En fait, la question du regard, c'est ce qui désigne une place au sein d'une famille. Et donc, ma narratrice, moi, c'est pas construite comme ça. Et ça veut dire que lorsqu'elle va aller donc, dans la deuxième narration, qui est une narration au présent, avec la question est-ce qu'elle va triompher de cette histoire et redevenir heureuse, apaisée, en re-rangeant le père dans sa boîte à souvenirs, il y a cette question de réussir ses relations aux autres, sachant que lorsqu'on est une fille sans père, il y a un lien qui ne se fait pas correctement. Il y a en permanence une ambivalence. On est traversé par cette ambivalence de chercher malgré nous, et j'ai envie de dire malheureusement même à l'âge adulte, un rapport paternel, un rapport de validation, un rapport d'incondition. Là où parfois il y a juste un rapport de séduction, sans forcément aller jusqu'à la séduction amoureuse ou sexuelle, mais qui est un rapport social entre un homme et une femme, entre deux femmes, entre deux hommes, entre deux femmes, en parlant de moi. Et donc, comme ce rapport-là à l'autre est défaillant, ma narratrice va se retrouver dans plein de situations où elle ne se met pas à la bonne place et l'autre ne l'aperçoit pas à la bonne place. Et donc, ça crée des malentendus, ça crée des situations de non-dits qui, par moments, explosent un peu n'importe comment et on ne comprend pas trop pourquoi de l'extérieur. Voilà, c'est assez difficile à gérer, assez difficile à comprendre et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre. Ça l'a fait même parfois passer à côté de la joie d'une relation que de ne pas avoir pu saisir le regard qui était posé sur elle. Je le disais en introduction, je parlais de conte de fées. Le titre, c'est Le silence des ogres. Pourquoi y a-t-il l'ombre du conte de fées ou de sorcières dans votre livre ? Donc, pour moi, c'était vraiment très important de ne pas écrire un témoignage, de raconter
une histoire par le biais de la littérature. La littérature, pour moi, permet ça. Elle permet à la fois de comprendre, de transmettre quelque chose du monde, un déchiffrage du réel, des liens. Moi, dans tout mon travail, je m'intéresse beaucoup aux liens, à la question de la filiation, de qui on est par rapport à nos ascendants et à nos descendants. Donc j'avais besoin d'écrire ça, mais je ne voulais pas l'écrire de manière ni chronologique, ni factuelle. Et il me semblait important de convoquer, de trouver autre chose, donc d'où les 20 ans de recherche. Et de trouver, lorsque j'ai trouvé la figure de l'ogre et la figure de la forêt, ça m'a paru évident parce qu'en fait, la forêt, c'est la forêt mémoire. C'est la forêt dans laquelle on se perd, c'est les mots qu'on réinvente, nos souvenirs mentent. Françoise Sagan disait que la mémoire était une tricheuse parce qu'elle était aussi menteuse que l'imagination. C'est vrai, je pense que nos souvenirs sont faux, on les réinterprète avec l'âge, avec le temps, avec notre humeur, avec des mots qu'on a entendus. Et donc, pour moi, c'est vraiment cette figure de la forêt. Et dedans, il y a l'ogre et il y a le bûcheron. Le bûcheron, c'est le père qui abandonne ses enfants, croyant bien faire, puisqu'en fait, ils n'arrivent plus à manger. Et pour se sauver, il les abandonne en espérant qu'eux vont se débrouiller. Et puis, il y a la figure de l'ogre qui incarne le danger, la menace. Et lorsque j'appelle ce livre Le silence des ogres, les ogres, c'est tous les hommes qui peuvent, c'est les hommes, pas tous, c'est certains hommes ou certaines relations qui peuvent impliquer une menace pour une femme, là où peut-être il n'y en a pas de menace. C'est ça qui est important et c'est pour ça que c'est un ogre. L'ogre n'existe que parce qu'on lui accorde du crédit. On ne sait pas en vrai s'il existe. C'est notre imagination, c'est l'imagination de l'enfant qui s'amuse à se faire peur en projetant un ogre. Dans le livre, à un moment, il y a une scène où la narratrice est petite fille, elle est toute seule dans la maison parce que sa mère est partie travailler, elle est malade, puis elle est enfermée dans sa chambre avec de la fièvre, et puis elle entend des bruits dans la maison. On a tous vécu ça, ce moment où, enfant, on a peur parce qu'il y a des bruits et on se dit, mon Dieu, il va y avoir un voleur, un cambrioleur, quelqu'un, il va venir nous kidnapper. C'est la figure de l'ogre, c'est la peur de l'autre, de l'altérité, quand on n'a pas construit une relation sereine et inoffensive. Et ça se produit aussi à l'âge adulte. Et évidemment, tout passe par les mots, la quête du mot. Même le prénom du père est important. On ne dira pas pourquoi, mais en tout cas, on voit bien à travers ce prénom à quel point la narratrice est un écrivain et à quel point les mots sont fondamentaux et sont, si j'ose dire, l'arbre qui cache la forêt. Le silence des ogres, c'est votre nouveau roman. Merci beaucoup, Sandrine Rodex, pour cet échange. Je vais demander à Guillaume Cyr de me rejoindre. Le nouveau roman de Guillaume Cyr, Les grandes patries étranges. Les grandes patries étranges. Bonjour Guillaume. Bonjour, moi aussi je suis très heureux d'être là. Et merci à tous d'être là aussi. Et de m'écouter, de nous écouter. Les grandes patries étranges, c'est à la fois un livre qui s'inscrit dans la grande histoire, une grande partie du XXe siècle, et surtout c'est une grande histoire d'amour. Une histoire d'amour empêchée, fracassée, tordue par la grande histoire, mais une grande histoire d'amour quand même. C'est l'histoire de Joseph Porte-d'Or. Alors, rien que le nom nous fait rêver. Ça s'écrit en un seul mot, mais on sent déjà derrière le conte, la fable. Joseph Porte-d'Or va grandir seul avec sa mère parce que son père a dit un beau jour qu'il partait à la guerre et qu'il allait revenir. Il a promis qu'il reviendrait, mais il n'est pas revenu. C'est la Première Guerre mondiale. Et à partir de cette fêlure, de cette déchirure, Joseph et sa mère Thérèse vont essayer d'avancer tant bien que mal dans la vie. Et puis Joseph, à un moment donné, va rencontrer une petite fille qui s'appelle Anima et qui va bouleverser son univers encore plus que la grande histoire. Avant de rentrer plus avant dans cette histoire, justement, même question pour vous, Guillaume, quelle est l'origine de cette histoire et qui est Joseph ? Alors moi j'ai tout inventé. Ça ne parle pas du tout de moi.
C'est bien pour ça que c'est bien ces différences. Oui, je voulais écrire une histoire d'amour donc entre ce Joseph qui est un hypersensible puisqu'il réagit donc son père est mort à la guerre et il réagit à ce deuil-là en développant une sensibilité totale. Vous voyez, dans l'enfance, les tout petits enfants mettent tout dans la bouche. Ben, lui, il va avoir ce rapport au monde permanent de tout vouloir goûter, sucer, mordre, toucher, caresser, se blesser aux choses. Et d'ailleurs, tout le blesse, même quand s'il boit un verre d'eau, il sent la déglutition, l'eau qui passe, le rapport à la chair, à la peau, tout ce qui est censé même le faire vivre, le blesse. Il est comme une éponge qui reçoit chaque expérience. Sa mère fait travaille dans un bordel, elle fait le ménage dans un bordel. Donc il est dans cet univers aussi d'apparence, de paravent, de choses, d'odeurs, très particulier. Et il tombe fou amoureux d'une jeune fille qui habite en dessous de chez lui, Anima. Alors elle a vécu un deuil aussi dans l'enfance puisque son frère est mort de la grippe espagnole. Et elle a réagi de la façon opposée, c'est-à-dire que elle, c'est le hérisson, quoi. L'éponge est amoureuse du hérisson. Elle se hérisse, elle est dure, elle est caparaçonnée. Derrière, c'est des paravents qui cette fois-ci sont métalliques. Et elle est pianiste. Et elle croit qu'en jouant Schumann, elle peut sauver le monde parce que elle pense que ce compositeur-là, qui a le même âge que Wagner à 3 ans près, si l'Allemagne écoute Schumann, le monde sera sauvé. Elle est juive, donc elle sent bien venir le malheur, et elle pense que si les Allemands et le monde choisissent la mélancolie de Schumann plutôt que la fureur de Wagner, alors le monde sera sauvé. Et donc Joseph est fou amoureux d'elle, elle est derrière toutes ces carapaces, et l'éponge va décider d'aimer le hérisson quoi qu'il en coûte et de le sauver des griffes de l'aigle hitlérien. Joseph, c'est un peu le chevalier dans l'armure scintillante. Il se vit en amoureux chevaleresque. Il la sauvera quoi qu'il arrive. L'histoire va les séparer. Les années, le temps va les séparer. Et pourtant, cet amour va perdurer au-delà de tout. Il n'a qu'une seule obsession, sauver Anima. Oui, alors j'aime bien l'idée de l'armure du chevalier, mais moi, son armure, c'est une armure éponge, justement. C'est-à-dire que son armure, c'est sa sensibilité. Et sa sensibilité est ce qui va le rendre aussi fort que faible, mais il décide, surtout, il s'accroche à cet amour dès l'enfance, en se disant « je l'aimerai quoi qu'il arrive ». Vous savez, comme la chanson là, qui dit « aimer est plus fort que d'être aimé ». Je pense que le XXe siècle, d'ailleurs, c'est un peu ça. C'est l'amour, quoi qu'il arrive, l'amour quand même. Le XIXe a pensé que l'amour pouvait être un projet politique ou un salut individuel. Puis ensuite, il a été désespéré, donc il a chanté l'amour désespéré. Le XXe siècle, tout d'un coup, c'est l'amour lucide, mais l'amour quand même, quoi. Je décide d'aimer quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, il va vivre dans cette histoire romanesque qui va l'emmener du Toulouse des années 20 jusqu'à l'Allemagne des châteaux forts de Coblence, jusqu'au Paris de la Libération. Évidemment, il va vivre cette histoire d'amour folle pour Anima, qui veut dire qui est son âme. Hein, c'est mon cantique des cantiques, quoi. Il veut rejoindre cette jeune femme juive qu'il aime tant. Évidemment, à travers cette histoire d'amour, il va en vivre plein d'autres, comme souvent ce qui se passe dans une histoire d'amour. Il y a évidemment l'amour de sa mère, très forte, et sa relation avec elle, et puis tout un tas de personnages plus ou moins dingues, le poète anarchiste, le prêtre communiste, la tenancière du bordel. La cardinale, on l'appelle, qui tient la chapelle. C'est comme ça qu'on appelle le bordel. Voilà, c'est des hosties particulières. Et donc la cardinale, la cardinale qui est donc une maquerelle résistante, il va aimer tous ces personnages-là et il va les aimer parce qu'il aura décidé de les aimer et parce qu'ils vont tous jouer un rôle dans le théâtre de cet amour qui est plus une folie décidée et décisive que quelque chose... voilà. Alors que lui, tout le blesse, tout d'un coup, ça, c'est une décision qu'il prend d'être blessé, quoi. Il va à cette lame-là...
trouver ses plaies. Accepter d'être blessé pour pouvoir ressentir et pour pouvoir aimer et accéder justement à toutes ces émotions. Vous disiez l'amour quand même. L'amour quand même, c'est pas seulement pour Joseph. L'amour quand même, c'est l'amour quand même en temps de guerre, dans des situations extrêmes. Vous parliez du prêtre communiste, on parlait de la cardinale, la tenancière de bordel. La mère même qui pourtant va sombrer quasiment dans la folie à la mort de son mari, va sombrer dans l'alcool, mais va se relever. Tous vos personnages aiment quand même, en fait, aiment malgré tout. Hein. Oui, c'est ça. Et l'amour ne sauve rien, mais et pourtant il justifie tout. Et c'est tous ces personnages, ces couleurs, ces textures. En fait. Et d'ailleurs, au service de ça, hein, c'est la première fois, moi c'est mon 6e roman, mais c'est la première fois que j'écris une histoire d'amour. Ça fait toujours partie du jeu. Dans les autres romans, ça existe, puisque ça parle d'être humain, mais là, c'est la première fois que c'est central. Et je voulais réussir à en dire des choses singulières, ce qui est assez difficile, puisqu'on a toujours l'impression, quand on tombe amoureux, qu'on vit quelque chose d'unique, et puis il suffit d'ailleurs, il suffit de lire un peu ou d'interroger le voisin pour se rendre compte qu'il a l'air de vivre un peu la même chose. Donc c'est à la fois ce qu'il y a de plus intime, singulier et en même temps de plus commun qu'on a, et la littérature peut permettre ce genre de pont. Et je voulais donc écrire enfin une histoire dont ce serait l'objet et mettre au service de cette histoire. Et donc c'est peut-être ma partie, alors là pour le coup, non pas autobiographique, mais d'autofiction, c'est de la fiction personnelle. Je me suis dit, en écrivant ce livre et cette histoire dingue d'amour fou, je me suis dit, je vais en profiter pour essayer dans ce roman de passer par la totalité de mes expériences sensorielles vécues. Et cette lecture d'un roman, et l'écriture qui se fait d'habitude par la tête, dans le silence de la chambre, je voulais en faire une expérience sensorielle, donner au texte, d'ailleurs c'est la même racine étymologique, une texture, faire descendre l'activité même de lire dans le ventre et la peau, en me disant, est-ce que je peux dire tout ce que moi j'ai senti et ressenti grâce à la sensibilité de Joseph dans ma vie ? Le froid, le tiède, le chaud, le dur ou le piquant, le mou et le tendre, passer par les doigts, vous voyez, faire, en fait, évidemment j'ai aimé, comme la plupart d'entre vous, infiniment le roman Le Parfum, mais dans ce roman Le Parfum, Jean-Baptiste Grenouille est d'une part un héros négatif, c'est un serial killer, et d'autre part un homme sans âme. Moi je voulais en faire avoir un héros extrêmement sensible comme peut l'être Grenouille, mais pas simplement l'odorat, avec le toucher, avec le goût, et en même temps en faire un héros positif qu'on accompagne et dont l'âme se déploie plutôt qu'elle ne se dissipe, et qu'on suit dans cette histoire d'amour en vivant une expérience sensorielle à ses côtés, à travers lui, qu'on sorte du roman finalement fatigué, touché, piqué, gratté. Enfin, voilà, que je voulais vous empêcher de dormir. il y a quelque chose de presque magique, parce qu'en fait, qui peut dire si c'est surnaturel, sa capacité à ressentir les choses? Il arrive à prédire la mort, les grossesses, la maladie, il ressent tout ça. On oscille, on est sur le fil du rasoir, on ne sait pas trop si c'est magique ou tout simplement le fruit de cette hypersensibilité. Hein. Ah oui, mais la question que vous posez, alors effectivement, lui, en touchant, hein, vraiment, c'est presque un super pouvoir, effectivement, en touchant le poignet des femmes dans le bordel, il peut savoir, en sentant l'épaisseur du sang, l'acidité de la transpiration, la dilatation des pores de la peau, si elles sont enceintes, si elles sont malades, si elles ont leurs règles, il peut deviner tout, il comprend tout. En touchant un piano, il peut sentir la ductilité des marteaux en bois sur le triple filin d'acier, la caisse de résonance, la note, mais en réalité, ce pouvoir dont vous me dites est-ce qu'il est réaliste ou non, c'est exactement la question du langage, des phrases, de la littérature. Est-ce que les mots sont, comme disent les linguistes avec ce mot bizarre, mais que j'aime bien le son, coextensifs à ce qu'ils désignent? C'est-à-dire que est-ce que quand le mot, on dit comment tu t'appelles, ce mot-là, qu'est-ce qu'il appelle? Et est-ce qu'il l'appelle au point de le faire exister, la chose qu'il désigne? Est-ce que quand je vous dis dans une phrase que quelque chose est froid, vous avez froid? Et est-ce que dans ce cas-là, est-ce que vraiment c'est un pouvoir?
Et ce que Joseph lui-même, quand je vous dis il sent ça, mais vous le sentez à travers lui, je dis ce qu'il sent, et est-ce que je vous le fais sentir? Et à la fin, si jamais ça se passe, eh bien, ce n'est pas un pouvoir magique, c'est le vrai réalisme. Il est là et il donne à sentir ce qu'il désigne. Enfin, ce que vous nous dites, c'est que c'est vous le magicien, en fait. Exactement. Qui invente tout, qui vous envoie jusqu'au château fort d'Allemagne à travers l'amour de Joseph Porte d'Or, dans un bordel à Toulouse dans les années 20, auprès d'un prêtre communiste, des guérilleros luttant contre Diego de Rivera, et du Paris de la Libération jusqu'au Lutetia et ces moments très difficiles de retrouvailles, possibles ou impossibles, vous le saurez en le lisant. Juste une dernière chose, on voit aussi la force de l'amour à travers l'imperfection des personnages. Toujours dans ce malgré tout, on aime quand même, on aime malgré tout, malgré les défauts, malgré les failles des uns et des autres. Et puis peut-être qu'il fallait au moins quelqu'un comme Joseph pour aimer quelqu'un comme Anima. Il fallait au moins une éponge pour aimer un hérisson. Oui, alors c'est beau, bravo. Et oui, évidemment, moi, j'écris des romans pour écrire des histoires qu'on vit, donc j'ai aucun message à faire passer. Il n'y a pas de morale, j'ai pas de réponse à aucune question. Je ne sais même pas si je suis capable de bien formuler les questions, ou alors elles sont déjà embrouillées dans ma tête. Mais à la fin, chacun de mes personnages, même ceux qui auraient pu avoir l'air moralement condamnable, comme j'arrive pas à trouver d'ancrage moral à quoi que ce soit, je les montre comme ils sont dans leur vérité. Voilà, ça frotte partout, quoi. Même ceux qui sont condamnables. Et c'est vrai que en plus, évidemment, il y a toute cette histoire, elle est juive, et donc le rapport, le rapport au langage, le rapport aux sensations, le rapport à l'histoire, il est amoureux d'elle, et il voit un moment, quand il la voit moins, finalement, il a l'impression que les seules nouvelles d'elle qu'il a, c'est les graffitis morts aux juifs qu'il voit écrits sur les murs de sa ville, où il se dit ça me donne des nouvelles d'elle, ça ne va pas bien, elle a besoin de moi, donc là, je vais aller la sauver parce que je suis le chevalier couvert de son armure d'éponge qui est capable d'aller jusqu'au château fort de Coblence pour libérer sa princesse Hérisson. Les grandes patries étranges, c'est le titre de votre nouveau roman, Guillaume Cyr. Un grand merci. Merci à vous. Et enfin, je vais demander à Yann Kefelec de nous rejoindre. Yann Kefelec, dont le nouveau roman s'intitule « La Méduse noire ». Bonjour Yann. La Méduse noire nous emmène en 1962 à la rencontre d'un certain Eddy. Eddy, il rentre de la guerre d'Algérie. Il a 20 ans au moment où il revient, c'est-à-dire qu'il est parti, il avait 17 ans. Il a devancé l'appel. Au début du roman, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. On sait que Eddy revient avec un bagage très lourd. On sait qu'il va rencontrer Agnès dans un train et qu'il va tomber amoureux et qu'elle va tomber amoureuse de lui. Et on sait qu'il va essayer de repartir à zéro sur une page blanche. Sauf que c'est pas possible, on peut pas partir sur une page blanche quand on a autant vécu. Et bien sûr, il va être rattrapé par son passé. C'est à la fois une histoire d'amour, c'est aussi l'histoire d'une grande histoire qui a fracassé bon nombre de gens, n'est-ce pas ? C'est une histoire. Pardon, excusez-moi, c'est depuis 3 jours, j'ai ce chat qui veut prendre la parole à ma place. C'est une histoire sur la mémoire, c'est une histoire sur la famille, cette famille dont il a été longuement question ce matin, cette famille comme ça où l'on vous colle une étiquette entre les sourcils dont on ne peut plus jamais se débarrasser, où l'on peut éventuellement faire naufrage. Eddy, justement, va-t-il faire naufrage pour des raisons de famille ? C'est le vilain, c'est le canard boiteux de la famille Poujol, des gens riches, fortunés, qui vivent dans un magnifique manoir
Alors pourquoi il est boiteux, ce canard? Parce que son père semble avoir de bonnes raisons de ne pas être sûr de cette paternité. Il s'est passé des choses à l'heure allemande dans la famille Pujol. Alors Eddie, lui, contrairement à son jeune frère, a été élevé par ses grands-parents maternels sur les hauteurs d'un volcan. Ses grands-parents maternels sont des fermiers. Il a été élevé en patois, donc il n'a pas eu affaire à sa famille, ni à son père, ni à sa mère lorsqu'il est né. Il a vu mourir son grand-père, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale à ce moment-là, il a vu mourir son grand-père sous ses yeux. Et son grand-père lui a montré une petite fleur comme ça qu'il avait meurtrie dans sa chute et lui a dit « La fleur Pitiot, redresse-la ». Et il est mort. Et cette phrase ne cesse de hanter Eddie, cette petite phrase comme ça, cette petite chose humble, la fleur qu'il ne faut jamais laisser tomber sous peine de tomber soi-même. Alors au début du roman, effectivement, il revient de guerre, Eddie. Il a 20 ans, mais il est parti à 17 ans. Alors c'est la guerre d'Algérie, mais on s'en fiche que ce soit la guerre d'Algérie. La guerre ne s'intéresse qu'aux faits, alors que le roman, lui, s'intéresse aux émotions entraînées par les faits. Et la guerre, finalement, n'est là que pour détériorer les derniers jardins secrets d'Eddie Pujol. Au pied du bateau, personne ne l'attend lorsqu'il arrive en avril 62. Sa mère, il ne l'a plus. Son père, donc, c'est ce vieux bonhomme paranoïaque, richissime. Comment tu as dit tout à l'heure, Guillaume? Caparaçonné. Hein. Pas carapaçonné, caparaçonné dans son manoir. Son frère, ils sont brouillés. Une histoire de fille. Ils aimaient la même fille. Claudine Rossignol, la fille du brasseur de bière. Et Claudine Rossignol était éperdument amoureuse d'Eddie. Le père d'Eddie est allé voir le brasseur et lui a dit « Monsieur, vous n'imaginez tout de même pas que mon fils, protestant, va épouser votre fille, catholique. » Réponse du brasseur « Mais qu'est-ce que vous croyez, monsieur? Comment imaginez-vous que ma fille, catholique, puisse épouser un protestant ?» Alors, à partir de là, il va rencontrer, donc je le disais tout à l'heure, Agnès. À partir de là, il va à la gare, il sort de son bateau, il va à la gare, et arrivé à la gare, il a le choix entre prendre l'autorail du Vigan ou ne pas le prendre. Eh bien, il ne le prend pas. Il est tenté par l'odeur de graillon dégagée par un wagon-restaurant, comme ça, du premier train qui s'en va, où qu'il puisse aller, même à Paris, où Eddie n'a jamais mis les pieds. Il monte dans ce train, et là, il rencontre quelqu'un. Alors finalement, le roman pourrait se résumer de la manière suivante, quoi. C'est un jeune homme qui revient de guerre et qui va rencontrer l'amour dans un wagon-lit. C'est uniquement ça. Sauf que c'est que le début. Sauf que ce n'est que le début, et ce n'est que le début. Est-ce qu'il va chercher donc à se réunifier autour de cet amour qui est un amour vrai? C'est pas simplement la rencontre d'une nuit, c'est pas une bonne aventure comme ça qui lui a été offerte par le destin contre toute attente. Absolument pas. Cette jeune fille, Agnès, va tomber amoureuse de lui, il va tomber amoureux d'Agnès, ils vont se marier, ils vont avoir l'impression que la vie recommence, que la guerre est passée, que la mémoire est loin, la mauvaise mémoire est loin derrière eux, mais Agnès ne se rend absolument pas compte qu'en épousant Eddie, personnage qu'elle trouve drôle, qu'elle trouve amusant, qui parle bien, dont elle a le sentiment qu'il est transparent, elle ne se rend pas compte qu'elle a épousé un parfait inconnu. Et qu'elle épouse ses fantômes avec lui. Qu'elle épouse ses fantômes, qu'elle épouse ses ogres, qu'elle épouse sa mémoire, et que tous ces braves gens ne vont pas tarder comme ça à se déchaîner. Alors il y en a un qui comprend tout cela, parce que ce livre est aussi une histoire d'amitié, c'est Jeff, qui est le témoin d'Eddie le jour de son mariage. Jeff, je l'aime bien, c'est le contraire d'un ogre, Sandrine. Il y a aussi des hommes comme ça qui sont des grands frères dans toutes circonstances de la vie, qui viennent toujours vers vous avec de la bienveillance et de bons sentiments. Ce sont des bons gars. Jeff, c'est un beau et bon gars. Et il se rend bien compte qu'Agnès et Eddie sont en train éventuellement de se fourvoyer dans leur mariage. Donc le jour du mariage, il dit à Eddie, écoute, c'est formidable, j'ai témoigné, c'est très bien. Longue vie à toi et à vos amours, mais n'oublie pas une chose,
pour des gens comme toi et moi, qui avons vu ce que nous avons vu, qui avons fait ce que nous avons fait, qui ne pouvons en parler à strictement personne. Le danger, c'est la tentation, c'est de devenir la proie de la tentation. Nous sommes les proies de la tentation. Pas simplement la tentation érotique, la tentation facile, la tentation de tout foutre en l'air. Avoir vécu le chaos laisse des traces. Je parlais tout à l'heure de l'impossibilité de construire sur une page blanche et que c'est peut-être là que se fourvoie Eddie, dans des silences. Il porte avec lui, on ne dira pas évidemment ce qu'il y a dedans, mais une valise qui est une sorte de boîte de Pandore qui va hanter Agnès quand les choses vont se compliquer dans leur relation, parce que forcément il est rattrapé par ce passé qu'on évoque et qu'elle ne comprendra pas. Dû au silence d'Eddie, ce qu'il se passe, elle sait qu'il y a peut-être des réponses dans cette valise et que c'est la boîte de Pandore qu'il ne faut peut-être pas ouvrir, peut-être ouvrir, on ne sait pas. Alors on ne sait pas du tout. C'est une petite cantine de métal qu'il a rachetée à un légionnaire comme ça à l'armée, qui lui-même la tenait d'un ancien marin. C'est une petite chose en ferraille, cette valoche, qu'il emmène partout avec lui, qu'il laisse traîner dans l'entrée, qu'il n'ouvre pas. Quand elle lui demande qu'est-ce qu'il y a dans cette valise, il retrouve des bricoles. Elle s'imagine quelques sous-vêtements comme ça d'un militaire qui revient, une brosse à dents, un nécessaire de rasage. Enfin, elle ne pense pas à grand mal. Mais en même temps, elle aimerait bien qu'il l'ouvre. Et puis lui dit, on va l'ouvrir si tu veux, bien sûr, tu pourras voir ce qu'il y a dedans. Tout de même, elle apprend des choses sur lui, sur cette famille qu'il ne lui montre pas. Elle-même, d'ailleurs, n'est pas très bien lotie sur le plan familial. Mais voilà, elle sait qu'il est en mauvais termes avec son père, qu'il cherche à le déshériter, qu'il y a beaucoup d'argent dans cette famille, mais tout ça est extrêmement lointain. Elle se dit petit à petit, je finirai par savoir et par connaître ces gens. Et elle ne sait pas que dans cette valise, en effet, il y a toute la mémoire d'Eddie au service militaire en Algérie. Et que si Eddie n'a pas envoyé une seule lettre chez lui pendant les 3 ans qu'il a passé sous les drapeaux en Algérie, et s'il n'a reçu aucune lettre de sa famille là-bas, en revanche, il n'a cessé de gratouiller des bafouilles pour les uns et pour les autres qu'il n'a jamais envoyées. Et un soir où Eddie n'est pas rentré, tout de même, la valise va s'ouvrir sur le canapé de la famille dans le 13e arrondissement. Chut, chut, chut. Il y a aussi une ambiance dans ce roman, c'est aussi une époque, le retour dans les années 60, le retour c'est la nuit, c'est la fête, c'est la musique, c'est les dancing. Ouais, c'est Paris, ça m'a beaucoup amusé de décrire ce Paris de la nuit qui n'existe plus, ce Paris effectivement des dancing, des salles de jeu, des billards clandestins, une atmosphère très bon enfant, comme ça où finalement toute la diversité parisienne se retrouve et puis lance les dés ensemble, joue aux cartes, se bagarre un petit peu sur les trottoirs. Mais enfin, ça va bien. Et Jeff est un peu le roi comme ça de ces nuits parisiennes, mais c'est un gentil roi, c'est un bon roi. C'est pas du tout un salopard, ni un voyou, ni un macro, absolument pas. Et il attire à un moment Eddie là-dedans pour qu'il puisse se faire un petit peu d'argent et devenir. Enfin voilà, donc je ne vais pas non plus, comme on dit, tout dévoiler. Il ne faut pas tout dévoiler. Quelques mots quand même sur le titre, La Méduse Noire, parce qu'on parlait à la fois de fantômes, d'ogres, de démons peut-être aussi. Eddie et Agnès ont un petit appartement loué dans le 13e arrondissement, dans ce qui va devenir le quartier des Olympiades, le quartier chinois. Et là, Eddie, se baladant sur la dalle, ce qu'on appelle la dalle, c'est-à-dire une grande esplanade entre les tours, là, il voit se balancer au-dessus d'une boutique de fleurs, il voit se balancer une petite enseigne en fer forgé qui représente une méduse. Alors il est intrigué effectivement par cette méduse. Il va entrer dans cette boutique tenue par une chinoise et il va croiser le regard de la chinoise. Et on n'en dira pas plus. En revanche... Si, on va en dire plus. On va dire il a le choix entre la petite fleur de son grand-père et la méduse. Qui va gagner? La petite fleur, la méduse? Moi non plus. En revanche, cher Yann Kefelec, avant de nous quitter, vous m'avez fait une promesse, vous m'avez promis une surprise. Avant de nous quitter, je voudrais dire que j'adore écrire ce livre, que
on n'a peut-être pas assez parlé. Moi, j'ai bien écouté, j'ai adoré d'ailleurs écouter mes confrères. Pour moi, ça a été une leçon. D'ailleurs, j'adore la manière dont les écrivains parlent de la façon dont ils ont écrit leurs livres. J'ai bien aimé la chambre d'Anatole. Moi aussi, d'ailleurs, j'écris en faisant le tour de ma chambre. Je fais le tour du monde autour de ma chambre, ou plutôt le tour de la page blanche. Et on arrive à ça. C'était formidable. Je trouve qu'on n'a pas assez... Enfin, on n'a pas assez, on n'est pas là pour ça non plus, mais... moi, je ne commence à trouver les mots qu'à partir du moment où j'ai la plume à la main. Et non seulement je trouve les mots, mais je trouve les personnages. Donc j'ai adoré écrire ce livre parce que j'ai été dans un ton très particulier qui m'a plu. Et c'est aussi cela un livre. Et je retrouvais cette magie et cette attraction en écoutant Tyrek White, dont Michael me dit que ce n'est pas un pseudo. Il s'appelle White. Formidable. Et... c'est vrai que un livre, c'est d'abord une voix qu'on a dans l'oreille et une voix que l'on a envie d'écouter jusqu'à la fin. Quelle que soit la beauté des histoires, la force des situations, la qualité des enchaînements, si la voix de l'écrivain qu'on a dans l'oreille vous déplaît, eh bien, on referme le livre. Donc moi, mon souhait pendant toute l'écriture de ce livre, ça a été effectivement de parler comme il fallait à l'oreille de ma lectrice et de mon lecteur. Quant à la surprise, la voici. Nous sommes à la Maison de la Poésie, donc j'ai voulu finir par un petit poème dont le nom de l'auteur m'échappe, sans doute l'émotion de le réciter devant vous. C'est en forgeant qu'on devient... Alors là, un parterre de c'est en libraire, forgeant qu'on devient forgeron. C'est en lisant... Non, c'était pas ça le début du poème. Il neige, il neige, il neige, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en lisant qu'on devient liseron, c'est en écrivant qu'on devient écriveron. C'était un poème de Raymond Queneau, tout de même. Merci beaucoup, Yann Kefelec. La Méduse noire, c'est le titre de votre livre. Je crois que Philippe rôde dans les coulisses. Philippe. Merci. C'est le bout de ce voyage auquel je vous invitais tout à l'heure. Donc merci infiniment. Le 21 août, tous ces livres arrivent chez vous. Et puis voilà, j'espère que vous avez passé une belle matinée. Je voudrais que Sandrine, Guillaume, Anatole, venez un petit peu, qu'on se dise au revoir. Merci, on se retrouve, vous les retrouvez. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont préparé les sacs que vous allez retrouver. Venez, mettez-vous en lumière, mesdames, messieurs. Merci infiniment. Et on se retrouve juste à la sortie. Merci encore pour votre présence.